Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de cryptographie symétrique. Alors c'est un sujet qui peut faire peur à beaucoup de monde et je peux le comprendre. L'idée c'est de vous expliquer vraiment les grandes notions sans forcément trop rentrer dans les calculs mathématiques. C'est pas du tout l'idée de cette chaîne-là. L'idée c'est que vous compreniez vraiment comment ça peut fonctionner. Alors si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Donc allez le récupérer, il est offert. Avant de pouvoir parler de cryptographie symétrique, on va rappeler rapidement quelques notions de cryptographie. Je pense qu'on fera une vidéo complète sur le sujet, ça permettra de vraiment aplatir les bases et que tout le monde ait des bons fondamentaux. La cryptographie, c'est l'étude et la conception des procédés de chiffrement. La cryptanalyse, c'est l'analyse des textes chiffrés pour retrouver les informations qui sont dissimulées. On a généralement plusieurs protagonistes qu'on retrouve un peu de partout dans tous les articles qui parlent de cryptographie. On a Alice et Bob qui essaient de communiquer sur un canal qui est peu sûr. Et on a Eve ou Oscar qui vont essayer d'espionner la conversation. Alors je vais vous donner quelques termes qui vont pouvoir vous permettre de comprendre l'ensemble de la vidéo de façon très simple. On a un plain text, ou texte en clair en français. C'est un document qui va être lisible par tous, ou un message qui va être lisible par tous. On a to crypt, ou le chiffrement. C'est le processus de transformation d'un message de manière à le rendre incompréhensible. On a ensuite un ciphertext, c'est un chiffré. C'est le résultat du processus de chiffrement. Et enfin, to decrypt ou déchiffrer, c'est le processus de reconstruction du message à partir du message chiffré. Donc on va avoir le plain text, qui est le document lisible par tous, qu'on va chiffrer. On va obtenir un ciphertext ou un chiffré, et après on va le déchiffrer pour obtenir à nouveau le plain text. Alors à quoi sert la cryptographie? Globalement, elle sert sur 4 grands points. Tout d'abord, à faire de la confidentialité. Empêcher l'accès aux informations aux utilisateurs non désirés. Elle permet également de faire de l'authentification, s'assurer de la provenance du message, de l'identité de l'utilisateur qui vous a envoyé le message. Elle permet également de faire de l'intégrité, donc de vérifier que les données manipulées n'aient pas été altérées. Et elle permet également de faire de la signature pour éviter qu'il y ait de la répudiation d'informations, pour prouver que la personne a bien identifié le document et qu'elle est bien à l'origine du document. Donc maintenant, on va voir un petit peu le fonctionnement de la cryptographie symétrique. Donc ici, on va retrouver nos protagonistes habituels. Donc on a Alice qui est là et nous avons Bob ici et nous avons Eve qui va essayer d'intercepter la communication. Donc on a Alice qui va prendre un message en clair et qui va le chiffrer avec une clé secrète. Donc c'est une clé qui est connue uniquement de Alice à l'heure actuelle. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transmettre discrètement la clé secrète à Bob sur un canal qui n'est pas connu de personne, où ils sont les seuls à connaître ce canal. Donc Bob, il a également la clé secrète. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chiffrer le message en clair qu'elle a. Elle va le transmettre sur un canal qui est public, par exemple que ce soit Facebook, n'importe quel réseau social. Eve va l'intercepter. Elle ne va pas être en capacité à pouvoir déchiffrer le message, à pouvoir comprendre ce qui a été écrit. Bob va récupérer ce message chiffré et lui va le déchiffrer avec une clé secrète. Quand on parle de cryptographie symétrique, on va parler surtout d'un élément central qui est une clé. La clé, elle va permettre de chiffrer et de déchiffrer, contrairement à d'autres modes de fonctionnement cryptographique. Donc maintenant, il va falloir comprendre une notion également qui est très importante, qui est la notion du XOR. Alors, lorsqu'on parle de mathématiques et de cryptographie, c'est une opération qui est très utilisée. Donc c'est ce qu'on appelle un OU exclusif. Si on prend du binaire, qu'on met 0 XOR 0, ça nous donne 0. Si on fait 0 XOR 1, ça nous donne 1. 1 XOR 0, ça nous donne 1. Et 1, 1, ça nous donne 0. Donc on voit qu'en fait, on a deux possibilités. Soit ça nous donne 0, soit ça nous donne 1 en sortie. Quand ça nous donne 0, c'est dire qu'il y a deux fois la même valeur. Et quand ça nous donne 1, c'est dire qu'il y a une fois la valeur de chaque. Donc ça, c'est un principe très important à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer à parler de Verman. Alors le chiffrement de Verman, c'est un chiffrement parfait, mais qui reste théorique. Et on va vite voir pourquoi, je vais vous montrer un exemple en direct. Ici, pour pouvoir faire du chiffrement de Verman, on va avoir besoin de deux caractéristiques très particulières. Il faut que le message fasse la même longueur que la clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mot agrandira. Donc ici, c'est tout simplement un site qui vous permet de faire des conversions de texte vers du binaire. Donc là, on voit qu'on a une chaîne de caractères qui est la suivante. Donc celle-ci, on va la prendre et on va la copier quelque part. Et on va prendre le deuxième terme qui s'appelle overshell. Donc ça fait exactement le même nombre de caractères, ça en fait 9. Et on va cliquer sur convertir. On va prendre ces deux chaînes-là
et on va les coller dans un calculateur XOR, donc ni plus ni moins qu'un logiciel qui va permettre de faire cette opération de façon automatisée. Donc ici, sur la première ligne, on a agrandira, et sur la deuxième ligne, on a overshell. On va enlever les espaces pour que ça fonctionne mieux. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre pourquoi on avait des petits paquets, c'est qu'en fait, chaque lettre de l'alphabet est codée sur 8 bits. Donc ici, on a nos deux chaînes, et on va cliquer sur Calculate, et là, on va avoir en fait un résultat binaire. Donc on va récupérer ce résultat binaire, ça c'est notre partie chiffrée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le coller en dessous pour que vous voyez ce que ça donne. Alors là, on voit qu'il va nous manquer 4 chiffres pour faire la même taille que les autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, si on fait 0, 0 au début, on obtient 0. Si on fait 1, 1, on obtient 0. Si on fait 1, 1, on obtient 0. Et ainsi de suite. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lui, quand il affiche le résultat, on se retrouve à avoir en fait les premiers zéros qui sont supprimés parce qu'il pense qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais ça vient du logiciel et ça vient pas forcément du chiffrement. Donc ici, on a notre chaîne qui est chiffrée et celle-ci, on peut la communiquer n'importe où, on va dire, sur Internet. Alors la grande problématique en fait de ce chiffrement, c'est que le masque qui est utilisé, la clé qui est utilisée pour chiffrer, elle est utilisée uniquement une seule fois. Et donc il faut la transmettre à quelqu'un. Et donc quitte à lui transmettre une clé de la même taille d'un message, autant lui transmettre le message directement. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce chiffrement, il est théorique. Ensuite, si on veut faire l'opération inverse, donc on va prendre ici notre chiffré, on va lui appliquer la clé, donc on a notre chiffré ici, donc ici c'est notre chiffré, et ici c'est notre clé qui est là. Donc ici on voit bien qu'on a les deux éléments. Alors je vais effacer pour que ça casse pas tout, mais on va faire ceci comme cela, on va refaire calculer, et ici on se retrouve avec notre chaîne qui est notre plain text, donc qui est censé être le mot agrandira. Ici, pareil, on rajoute notre 0 au début parce qu'il le manque. Donc là, on a la bonne ligne. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le site précédent. Et là, on va faire l'inverse. C'est qu'on va lui donner du binaire pour aller chercher à avoir notre mot en texte. Donc bien sûr, on va faire des paquets de 8 pour qu'il puisse récupérer le format en clair normal. Et on va lui faire convertir. Et ici, on retrouve bien notre mot qui est agrandira. Donc on voit que ça fonctionne très bien dans un sens comme dans l'autre. Le XOR a l'avantage d'être réversible en fonction de ce qu'on va faire. Alors aujourd'hui, si on parle de quelques algorithmes de chiffrement actuels, l'idée c'est d'avoir des algorithmes de chiffrement qui vont avoir une clé plus courte que le message. On va avoir deux grandes catégories de chiffrement. On va avoir les chiffrements par bloc, dont l'objectif va être de découper le message en blocs et d'appliquer ensuite la clé de chiffrement dessus et ensuite de regrouper les blocs. Donc pour ça, on a le DES qui est sorti en 1977, qui est le Data Encryption Standard, qui a des tailles de blocs de 64 bits avec une clé de 64 bits. Alors quand je dis une clé de 64 bits, réellement elle fait 56 bits la clé, plus c'est une parité qui a été imposée par la NSA à l'époque pour qu'ils soient les seuls en fait à pouvoir justement retrouver la clé de sécurité sans que pourtant des utilisateurs lambda puissent le faire à cause des puissances de calcul. Alors pourquoi on n'utilise plus aujourd'hui le DES? Tout simplement parce que c'est trop lent et surtout que c'est vulnérable de par la taille de bloc. En 2012, n'importe quelle clé pouvait être cassée. Alors en 2012, n'importe quelle clé pouvait être cassée en moins de 26 heures. Donc ça rendait totalement obsolète en fait cet algorithme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a été utilisé dans les systèmes de mots de passe Unix et il y a eu plusieurs évolutions et plusieurs variantes. La dernière en date était le triple DES en 1998. Il a été officiellement déprécié en 2018 et il sera interdit de toutes les applications à partir de 2023 de par le NIST. Aujourd'hui, ce qu'on va surtout utiliser, c'est ce qu'on appelle l'AES, donc Advanced Encryption Standard. Il a été créé en 2001 lors d'un concours du NIST par deux cryptologues belges. Il a des tailles de blocs de 128 bits avec une clé qui est un multiple de 32 entre 128 et 256 bits. Il existe également des alternatives comme le Blowfish, le Serpent ou le Twofish. Donc ça, on parle bien sûr de chiffrement par bloc. Et après, aujourd'hui, il existe différentes méthodes, on va dire, pour regrouper les blocs. On a l'ECB, qui est l'Electronic Code Book. En gros, le principe, c'est de mettre les blocs les uns à côté des autres. Et les problèmes, c'est que les mêmes blocs vont donner les mêmes résultats, du coup. Ce qui fait que lorsqu'on va essayer de chiffrer une image, par exemple, eh ben, on pourra complètement voir l'image parce qu'elle aura la même représentation, en fait. Parce qu'un pixel blanc va être représenté par un pixel blanc chiffré. Un pixel noir va être représenté par un pixel noir chiffré. Et donc, c'était pas forcément viable en fait d'utiliser ce type de regroupement de blocs. Donc c'est pour ça qu'on a eu d'autres méthodes qui sont apparues.
Donc la méthode qui est aujourd'hui la plus connue, c'est ce qu'on appelle le CBC, le Cipher Block Chaining. Donc on va prendre un bloc et on va faire un XOR avec le bloc précédent. Pour le premier bloc, on peut se poser la question de comment on va faire. Et bien pour le premier bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en générer un de façon automatique. Et c'est ce qu'on va appeler dans la cryptographie le vecteur d'initialisation. Et c'est vraiment très important que ce vecteur d'initialisation soit aléatoire parce que sinon on va pouvoir remonter la suite de chaque bloc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre message en clair, on va prendre le dernier message chiffré et on va faire un XOR entre les deux. Et ensuite, on va le chiffrer le bloc avec la clé. Le gros problème de cette méthode de regroupement, c'est qu'il n'est pas possible de paralyser du coup les actions parce qu'il va falloir attendre que le dernier bloc soit chiffré pour pouvoir chiffrer le suivant. Et également, lorsqu'on a des blocs qui ne sont pas complets, il va falloir ajouter ce qu'on appelle du padding pour arriver à compléter le bloc jusqu'au bout. Et donc ça, c'est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, il y a eu des attaques qui sont liées justement au fait de pouvoir compléter les blocs. Le deuxième mode de chiffrement, c'est ce qu'on appelle le chiffrement par flux. On avait le chiffrement par bloc et là, on a le chiffrement par flux. Et ça va être utile quand on ne va pas connaître la taille du message à l'avance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chiffrer chaque bit ou des groupes de bits avec une clé dérivée de la clé de base. Et pour faire cette dérivation, on va utiliser ce qu'on appelle un nombre aléatoire qui est un nonce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le message, on va le XORer avec la clé. Donc on va faire un XOR du message plus la clé et on va ensuite le transmettre. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver par exemple ces types de chiffrement? On l'a eu dans le RC4 du web, donc dans les vieux Wi-Fi, qui est totalement vulnérable et ça on le sait bien. On l'a également dans le A5 du réseau GSM avec des attaques qui sont possibles. Et on va trouver des versions plus récentes avec le PY ou le E0 par exemple dans le Bluetooth. Donc on voit que c'est très utilisé pour des moyens de communication qui sont relativement utilisés aujourd'hui. Le gros avantage, c'est que ça va mieux s'implémenter au niveau hardware que le chiffrement par bloc. Et surtout, on n'a pas besoin de zone tampon pour stocker le dernier bloc qui a été chiffré. Il existe plusieurs méthodes, en tout cas, pour arriver à regrouper les blocs comme on a pu le voir plus tôt. Et on va avoir par exemple le CFB, qui est le Cipher Feedback. Donc j'essaie de vous trouver un schéma pour que ce soit le plus compréhensible possible, sachant que ça peut faire un peu peur au premier abord. Mais concrètement, on va prendre déjà un bloc ici de base. Donc on a un texte en clair et on a nos textes en chiffré en sortie. Ici, la petite opération qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un XOR. Donc c'est l'opération que je vous ai présentée au début de la vidéo. N'hésitez pas à aller revoir le début de la vidéo si jamais ça vous manque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait la clé ici et on va chiffrer le dernier texte qui a été sorti avec la nouvelle clé parce que la clé elle va varier au fur et à mesure du temps vu comme on est en chiffrement par flux. Et une fois qu'on a ce bloc qui est chiffré, on va faire un XOR avec notre texte en clair, ce qui va nous donner un nouveau bloc chiffré. Et c'est ce nouveau bloc chiffré là qui sera transmis ensuite par l'application et ainsi de suite. Comment on fait pour le premier bloc? Et bien, comme je vous le disais, on va prendre ce qu'on appelle un vecteur d'initialisation. Donc, c'est un bloc totalement aléatoire. On va lui appliquer un dérivé de la clé principale. Et ensuite, on va aller faire notre opération traditionnelle. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Ensuite, on va avoir l'OFB, qui est l'output feedback. Alors, on a l'impression que c'est exactement le même schéma, mais en fait, pas du tout. Donc ici, si on reprend notre histoire du bloc. Donc là, on voit que la flèche, en fait, elle part avant. Au lieu de prendre le texte chiffré et d'aller le chiffrer avec la nouvelle clé, on va prendre directement la sortie du premier bloc. Et ensuite, on appliquera notre opération XOR. Donc si on prend le cas d'une opération traditionnelle, on a ici notre tout premier bloc qui a un vecteur d'initialisation, donc un bloc totalement aléatoire, qui va être chiffré à l'aide d'une première clé. Ensuite, on va faire un XOR de cette opération avec le texte en clair, ce qui va nous donner un texte chiffré. Juste avant d'aller faire le XOR, donc on a un premier bloc ici qui est chiffré, on va l'envoyer vers le bloc numéro 2, qui lui va pouvoir le chiffrer, et qui va justement ensuite faire un XOR avec le texte en clair. Toutes les parties jaunes ici seront transmises par l'application, ce sont des blocs qui sont chiffrés. Et donc ce qui permet d'avoir un autre niveau de parallélisation qui est sensiblement plus rapide en fait que d'avoir du bloc à bloc. J'espère en tout cas avoir pu vous transmettre ces notions de façon assez claire et assez intuitive. Donc si je fais un petit récapitulatif, on a deux types de chiffrement, le chiffrement par bloc et le chiffrement par flux. Et ensuite on a des méthodes de regroupement, que ce soit par exemple le CB qui est aujourd'hui déprécié pour la partie chiffrement par bloc, et on a le CBC qui permet d'avoir des blocs qui sont plus ou moins aléatoires. Ensuite, on a les chiffrements par flux avec le CFB, le Cipher Feedback, ou l'OFB, l'Output Feedback.
Donc c'est des notions qui peuvent être un peu complexes, donc je vous invite tout de suite à revoir plusieurs fois la vidéo pour que vous ayez bien compris ces notions de Xor. J'espère en tout cas que vous aimez la partie cryptographie. J'aimerais faire une suite de vidéos, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'espère que vous avez compris mieux le principe de fonctionnement de la cryptographie symétrique. On fera une prochaine vidéo sur la partie cryptographie asymétrique. Le gros problème de la cryptographie symétrique, c'est qu'il va falloir qu'on transmette la clé aux deux entités qui ont besoin d'échanger. Et ça également, on pourra voir dans une prochaine vidéo comment il est possible de le faire. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!